Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Troisième partie de notre édition ce matin avec Territoire Sénat et les titres de l'actualité politique et parlementaire ce matin. Saveria. Bonjour à tous. Comment compenser la fin de la taxe d'habitation pour les collectivités? Le gouvernement dévoile son plan et c'est la taxe foncière qui devrait remplacer la suppression de la taxe d'habitation versée aux communes, un mécanisme loin de rassurer tous les élus. Une loi sur le statut de l'élu, elle était attendue. Le gouvernement présentera sa copie en juillet, un texte qui reprend en partie les travaux du Sénat. Objectif, rétablir la confiance avant les municipales de 2020. Quel est le regard des Français sur leur maire? Sans surprise, le maire reste l'élu préféré des Français, en raison notamment de sa proximité. C'est le résultat de notre sondage Opinionway pour Public Sénat. Explication à suivre. Mais tout d'abord donc, la guerre des chefs n'aura pas lieu à droite. Bruno Retailleau renonce. Le chef de file de la droite sénatoriale ne briguera pas la tête des Républicains en octobre. La voie est donc libre pour Christian Jacob, le patron des députés Les Républicains. Reportage et réaction, Quentin Calmet. Chez les Républicains, la nouvelle guerre des chefs n'aura pas lieu. Jusqu'au dernier moment, le patron des sénateurs LR aura maintenu un flou sur ses ambitions. Une candidature à la présidence des LR. Le président de la République ou le président des LR? Des LR. Mais dans une interview cette semaine, il sort du bois, expliquant qu'il ne sera pas candidat à la présidence du parti, préférant se concentrer sur le groupe au Sénat. Je suis très heureuse que Bruno Retailleau reste président de notre groupe au Sénat. C'est un excellent président qui, malgré un engagement assez fort pendant les élections présidentielles auprès de François Fillon, a su au Sénat rétablir l'ensemble des familles politiques et des courants politiques pour créer un groupe qui, je crois, résiste bien à tous les séismes actuels. La voie est ouverte désormais pour Christian Jacob, un gaulliste au profil consensuel pour rassembler après les défaites électorales. Une personnalité aussi qui n'a pas d'ambition présidentielle. Christian Jacob n'est pas un homme tranché, n'est pas un homme sectaire, n'est pas un homme de conflit. Et d'autre part, il a soutenu Nicolas Sarkozy lors de la primaire de 2016. Il a eu de très bonnes relations évidemment avec Nicolas Sarkozy pendant que Nicolas Sarkozy était président de la République. Donc, homme d'expérience, correspondant à la ligne politique majoritaire dans le parti, il est, à mon sens, le candidat de consensus. Bruno Retailleau, de son côté, vient rejoindre les ténors de la droite qui ont 2022 pour horizon. Valérie Pécresse et son micro-parti libre, Xavier Bertrand et son club de la manufacture, et donc désormais Bruno Retailleau et Force républicaine, une structure héritée de François Fillon. La guerre des chefs a donc été évitée pour l'heure chez les Républicains, mais le duel des idées ne fait quant à lui que commencer. Le Sénat adopte l'encadrement du recours aux contractuels lors de l'examen du projet de loi sur la fonction publique. Les sénateurs ont adopté cette nuit l'article 6 qui prévoit un recours plus grand aux contractuels dans la fonction publique. La gauche s'y est fortement opposée. Comment compenser la fin de la taxe d'habitation pour les collectivités locales? Le gouvernement dévoile son plan et c'est la taxe foncière qui devrait remplacer la suppression de la taxe d'habitation versée aux communes. Un mécanisme loin de rassurer tous les élus. Explication Sandra Sercara. Comment la fin de la taxe d'habitation sera-t-elle compensée pour les collectivités locales? Le gouvernement confirme son intention de la supprimer en 3 étapes d'ici 2023. Pour les 20% de ménages les plus aisés. C'est la taxe foncière qui devrait remplacer la suppression de la taxe d'habitation versée aux communes. La proposition de Gérald Darmanin est de reverser l'intégralité de la taxe foncière aux communes. En compensation, les départements qui touchaient jusque-là cette taxe foncière se verraient affecter en remplacement une partie de la TVA, comme cela a déjà été fait avec les régions. Mais les élus attendent que le gouvernement soit plus précis sur le dispositif de compensation. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude. Donc les maires ont besoin de stabilité, de liberté aussi d'action, et ça, ils le disent souvent, mais aussi de stabilité et de connaître enfin les moyens et les ressources dont ils vont disposer pour mettre en place les politiques publiques qu'ils décident et pour mettre en place et rendre le service nécessaire aux citoyens. D'ici à 2023, le gouvernement promet un gain de 723 € en moyenne pour plus de 20 millions de foyers. Voilà, on poursuit l'examen de la politique parlementaire avec dans un instant le sénateur Jean-Marie Bockel qui est sur notre plateau. Il arrive.
Voilà, il s'installe. Bonjour Jean-Marie Bockel, vous êtes ancien ministre et sénateur du Haut-Rhin. Merci d'être sur ce plateau. Bonjour Jean-Marie Bockel, vous êtes président également de la délégation aux collectivités territoriales. La refonte de la fiscalité locale, Gérald Darmanin était à l'instant l'invité de notre émission. Cette refonte de la fiscalité locale a été dévoilée hier. Quel est votre sentiment sur l'architecture qui est prévue et notamment sur la compensation de la suppression de la taxe d'habitation? Est-ce que vous êtes rassuré? Bon, Gérald Darmanin fait de son mieux et il est doué pour mettre en place une construction qui est naturellement solide, mais ça ne fait pas oublier que nous n'étions pas demandeurs de cette réforme, ou plus exactement de mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'il y a un aspect de la réforme des annonces dont on parle peu, mais qui, moi, je trouve très intéressant, c'est l'idée qu'en 2022, alors vous me dites 2022, c'est pas demain matin, on allait réviser les bases. Or, depuis 40 ans, le grand souci, ce qui crée le plus d'injustice, y compris dans nos territoires, dans nos villes et dans nos villages, sur la taxe d'habitation, c'est que, au fond, l'assiette, qui est à la base de l'impôt, avant même de parler des taux qu'on vote, etc., est devenue obsolète, injuste. Donc ça va changer. Si on avait commencé par faire ça, on aurait porté un autre regard sur la taxe d'habitation, qui est finalement un impôt qui permet quand même une autonomie fiscale des territoires. Mais voilà, ça c'est le passé. Aujourd'hui, comme le président de la République a pris cette orientation, avec toujours la problématique du délai de mise en œuvre et des gens qui vont continuer à payer, son système, je dirais, tient la route. Pour moi, il a un seul défaut. C'est toujours la même chose. C'est que les compensations, le fameux milliard, c'est une dotation et donc qui va pouvoir rester statique, ne pas évoluer. Et c'est donc, une fois de plus, et une perte d'autonomie et un risque de stagnation, voire de baisse de la recette pour les territoires. Voilà. Précisément, le gouvernement Jacqueline Gourault et Gérald Darmanin, qui sont donc les deux ministres en charge de ces questions, nous assurent la réforme des impôts locaux ne fera pas de perdants. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que les communes, il n'y a pas un risque qu'elles augmentent la taxe foncière justement pour compenser la disparition de la taxe d'habitation? Heureusement qu'elles gardent une marge de manœuvre. Heureusement que les conseils qui sortiront... Donc vous voulez nous dire que c'est peut-être ça la marge de manœuvre, c'est qu'elles vont peut-être devoir prendre la décision d'augmenter la taxe foncière pour compenser la disparition de la taxe d'habitation? Aujourd'hui, dans le contexte de rejet du trop d'impôts que nous vivons, les élus ont une main tremblante avant de voter quelque augmentation de taux que ce soit. Par contre, autant je crois ce que dit le ministre, autant je crois à la photographie qu'il nous présente. Gérald Darmanin, tout à l'heure, à l'instant sur ce plateau, disait « aucune commune n'y perdra ». Non mais, quand vous lisez l'article que vous avez montré des Échos et que vous rentrez un peu dans le détail et que vous savez un peu de quoi il en retourne, on voit bien qu'il y a des gagnants, il y a des gens pour qui ça ne changera pas, et on va compenser pour les perdants le manque. Donc il va y avoir, 10 000 perdants, 10 000 communes perdantes, par exemple, je crois que c'est le chiffre que j'ai vu, à vérifier. Eh bien, cette compensation, c'est quelque chose qui est aléatoire d'année budgétaire en année budgétaire. Et par le passé, chaque fois qu'il y a eu, du côté de l'État, y compris pour les entreprises, et c'était une bonne idée, des baisses d'impôts, la compensation n'a jamais évolué aussi vite que l'inflation. Donc il y a toujours eu un souci, quoi. On entend donc votre grande prudence sur ce sujet ce matin. Mais je crois ce que dit le ministre dans l'architecture générale. Voilà. On va maintenant parler du statut, un sujet qui vous est cher, le statut de l'élu. Le gouvernement va présenter en juillet un projet de loi proximité et engagement. Objectif, rétablir la confiance avant les municipales de 2020. C'est un texte qui reprend en partie les travaux du Sénat sur cette question, sur le statut de l'élu. Explication, Marie Brémond. Et revoilà le statut de l'élu. Depuis des années, le Sénat se penche sur le sujet sans que cela ne se traduise par un changement concret. Mais là, cela pourrait bien changer. L'enjeu est important pour l'avenir de notre pays, c'est demain la vie des territoires, la gestion des territoires. Donc il y a un enjeu tellement important que je pense qu'il peut y avoir un large consensus sur ce sujet. En effet, au vu du projet de loi dévoilé, certaines mesures répondent aux demandes portées par les associations d'élus. L'une des mesures phares, l'alignement des indemnités des élus des communes de moins de 1000 habitants sur celles aujourd'hui en cours pour la strate de 1000 à 3500 habitants, soit pour tous les maires de moins de 3500 habitants, 1 664 € mensuels. L'exécutif souhaite aussi mettre en place le remboursement des frais de garde d'enfants pour les conseillers municipaux lorsqu'ils participent à des réunions. Un remboursement à la charge de la commune, excepté pour celle de moins de 1000 habitants, l'État prendrait là le relais. Autre point important, la responsabilité des élus.
Des procédures complexes, de nombreuses normes qui apparaissent, des citoyens qui de plus en plus nombreux déposent des recours. Et dans ces petites communes, les maires sont très exposés juridiquement. Pour faire face à cette judiciarisation, le texte de loi prévoit la souscription d'un contrat d'assurance pour toutes les communes. L'objectif, une meilleure protection juridique du maire. Et là encore, pour les communes de moins de 1000 habitants, cela fera l'objet d'une compensation de l'État. Le gouvernement souhaite une adoption de ce projet de loi avant la fin de 2019 pour que tout cela soit clair et effectif avant les municipales de mars 2020. Jean-Marie Bockel, pourquoi il faut une loi sur le statut de l'élu ? Il y en a déjà eu par le passé. Et là, on a fait un travail très important au Sénat. On a balayé complètement le champ des attentes face au malaise. Le texte du gouvernement reprend les travaux du Sénat. Face au malaise des maires. Mais je rappelle que le travail du Sénat, c'était d'abord un questionnaire en direction des élus, 17 000 réponses, du jamais vu. Ensuite, une concertation permanente dans notre presque année de travail avec les associations représentant les élus. Et à l'arrivée, des propositions, d'ailleurs portées également par le président du Sénat. Un dialogue permanent avec le gouvernement. Mais pourquoi cette loi ? Pourquoi c'est nécessaire ? Mais parce que, alors bon, vous avez raison de poser la question, car tout ne relève pas de la loi. Et nous, on a fait un travail d'ailleurs à un moment où, après notre rapport, les choses ne bougeaient pas beaucoup, d'où il est apparu que sur le plan réglementaire, des évolutions se poursuivaient grâce au dialogue que nous avons eu avec le gouvernement et l'administration pendant nos travaux, et qu'à la fin, il y avait effectivement besoin d'un petit texte balai, là, qui sera un texte un peu moins petit, parce que le gouvernement et Sébastien Lecornu est allé plus loin que nous ne le pensions. Longtemps, on s'est dit la montagne risque d'accoucher d'une souris, comme souvent. On avait un bon dialogue avec Jacqueline Gouraud, qui connaissait bien ces sujets, mais il y avait peu de marge de manœuvre. Et là, quand il y a quelques semaines, Sébastien Lecornu a engagé le dialogue avec nous, on a vu qu'on était vraiment dans une co-construction. On a eu une vraie écoute, il y a eu une bonne méthode de travail. Vous êtes plutôt satisfait de la copie du gouvernement ? Franchement, oui, parce que quand le travail qu'on fait est reconnu, et qu'à l'arrivée, même sur les questions les plus sensibles, les questions d'indemnisation des maires de petites communes, la question de la formation, la question du risque juridique, en gros la question de l'engagement, comme dit la loi, et de la compatibilité avec les activités professionnelles, la vie personnelle, et puis tous les détails de la vie quotidienne, les frais parfois engagés, jamais remboursés, etc. Si on va jusqu'au bout de la démarche, et je crois que c'est parti pourquoi ne pas dire qu'on est satisfait quand on l'est ? Alors Édouard Philippe a également annoncé lors du discours de politique générale la semaine dernière un nouvel acte de décentralisation pour l'année prochaine. Vous avez-vous justement rencontré cette semaine le gouvernement dans le cadre des consultations avec les collectivités ? Est-ce que vous saluez cette main tendue au territoire ? Moi, peut-être qu'il y a eu des contacts avec les associations. À notre niveau du Sénat, pour nous, l'étape suivante de la décentralisation, ça reste un peu un serpent de mer. Bien sûr, nous avons apporté, comme d'autres, nos contributions en disant voilà ce qui est important. Alors, on entend parler de la différenciation, c'est très bien. Peut-être qu'il y aura un effort sur les normes. Nous avons beaucoup travaillé encore récemment sur l'inflation de normes, qui est aussi un souci et qui est aussi un élément de démotivation pour les élus locaux, notamment dans les communes les plus petites. Mais si vous voulez, on ne connaît pas encore ni l'orientation générale ni l'architecture. Mais je voudrais vous dire, moi je me méfie des grandes lois. On en a eu tellement ces derniers temps. C'est aussi un des sujets d'incompréhension des élus sur le terrain, des lois qui s'additionnent, qui se contredisent, qui parfois sont un peu bavardes, un petit peu bâclées. Donc allons-y tranquillement, on n'est pas pressé. Et il y aura alors, par contre, ça c'est un des points sur lesquels nous travaillons, sur lesquels nous sommes très attentifs, parce qu'il y a déjà aussi ce qui est fait sur les irritants de la loi NOTRe. Ça, on n'en a pas parlé, il n'y a pas que le statut, c'est positif. Mais sur l'acte suivant de la décentralisation, il faut que l'État balaye aussi devant sa porte, et il faut que la question des services de l'État en territoire, du rôle du préfet, qui souvent n'a pas autorité sur un certain nombre de services, qui est un problème pour les élus locaux, soit mis sur la table. Mais on n'en est pas encore, à mon avis, au troisième acte. Beaucoup de dossiers, donc. Merci Jean-Marie Bockel. Vous êtes très proche de Mulhouse, puisque vous êtes vous-même sénateur centriste du Haut-Rhin. Le plus important lieu de culte musulman, on peut dire, de France, s'installe à Mulhouse. Il est financé par le Qatar. Il est loué d'ailleurs par des prêcheurs radicaux. C'est une giga-mosquée, on appelle ce centre la giga-mosquée sur place, le centre An-Nour. Est-ce que ce centre doit être surveillé par le renseignement intérieur, la DGSI ?
Est-ce que vous êtes inquiet, comme beaucoup d'habitants de Mulhouse? Bon, j'ai lu les articles de Valeurs Actuelles, d'où vous tirez vos pas de Valeurs questionnements. Actuelles. Non, mais c'est un journal qui a fait un travail. C'est un journal qui a fait un travail sérieux sur ce sujet. Mon propos n'est pas critique, mais je veux dire que je l'ai lu aussi. Hein, les journaux du groupe EBRA, notamment localement, ont repris aussi toutes ces informations. Tout à fait. Et puis il y a eu le bouquin qui a été écrit sur les financements, etc. Vous êtes ancien secrétaire d'État à la Défense. Oui, non, mais moi, si vous voulez, je considère qu'il faut faire la part des choses entre la nécessité d'avoir des lieux de culte visibles. À partir du moment où ils sont visibles, ils peuvent aussi être contrôlés, surveillés. Rappelez-vous les débats d'il y a quelques années, et c'était vrai dans ma ville aussi quand j'étais maire, où il n'y avait pas vraiment de mosquée digne de ce nom. Bon, là, on est passé à une étape où... la plus importante d'Europe, hein. Oui, enfin ça, il faut regarder, si vous voulez, les nouvelles. On a une communauté extrêmement importante, c'est une réalité dans la région mulhousienne. Du temps où j'étais maire, on était parti sur un calibrage plus modeste. Il a ensuite évolué, surtout par les différentes activités annexes. Il faut à la fois, évidemment, surveiller les lieux de culte. Moi, je suis, si vous voulez, à la fois pour la reconnaissance claire et nette d'un islam de France, et je suis pour une surveillance et aussi au-delà de avant la surveillance, une règle du jeu sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, extrêmement stricte dans le respect des principes républicains, et ce n'est pas toujours évident. La question du financement que vous avez évoqué tout à l'heure, là aussi, non mais pas seulement, le Koweït, d'autres pays, les fidèles également. On sait depuis toujours, on ne doit pas être hypocrite, que la question du financement n'a jamais été clairement réglée. Je pense que là aussi, nous avons un devoir pour l'avenir de vigilance, parce que cette question ne s'est pas posée à Mulhouse, elle s'est posée partout, n'est-ce pas? Souvent les maires sont démunis, parce qu'il n'y a pas des règles claires, et pourtant ils doivent avancer. Je pense que ce qui est important pour ce projet, allez le voir, il s'insère dans le paysage, il n'est pas gigantesque, c'est une grande mosquée dans une grande ville. Maintenant, toute la question va être comment ça va fonctionner, avec qui et selon quel contrôle. Merci beaucoup Jean-Marie Bockel, merci. Un autre sujet maintenant, quel est le regard des Français sur leur maire? Sans surprise, il reste l'élu préféré des Français en raison notamment de sa proximité. C'est le résultat de notre sondage OpinionWay pour Public Sénat. Par ailleurs, ils sont 39% à saluer l'interdiction du cumul des mandats. Les détails avec Marvin Guglielminetti. Ils sont dans le cœur des Français. Malgré la défiance envers les politiques, les maires restent les élus préférés des citoyens. 68% estiment que ce sont eux qui comprennent le mieux leurs préoccupations quotidiennes, contre seulement 5% pour le président de la République. Très critiques envers l'exécutif, donc, les Français le sont moins avec leurs élus locaux. Ils sont 71% à apprécier le travail réalisé par leur maire depuis les dernières élections municipales de 2014. C'est cette même année que le non-cumul des mandats est entré en vigueur. Il interdit aux parlementaires de briguer des mandats exécutifs locaux. Une mesure encore aujourd'hui plébiscitée par environ 3/4 des Français. Mais alors que les élections municipales approchent, les sondés se montrent divisés. À peine plus de 50% des électeurs ont l'intention de voter pour leur maire actuel ou un candidat qu'il soutiendra s'il ne se représente pas. Mais 44% souhaitent du changement à la tête de leur mairie. En mai 2020, tout est encore possible. Pour 3/4 des Français d'ailleurs, les résultats des élections européennes n'auront pas d'impact sur leur choix de vote pour les municipales. Voilà, on va regarder ce qui se passe du côté du Sénat, c'est l'agenda, Saveria. À 9h, une audition à la délégation aux droits des femmes, une audition sur les enjeux du prochain G7 à Biarritz. Quelle dynamique mondiale en faveur de l'égalité femmes-hommes et des droits des femmes. Également à 9h, un colloque sur la cybersécurité, la protection des données et l'intelligence artificielle. Quels enjeux pour l'Europe? Et puis enfin, bien sûr, à 15h, la séance de questions d'actualité au gouvernement. C'est à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Voilà, on passe à la rubrique d'éclairage. C'est l'œil 2 et c'est Marie, vraiment, de Public Sénat qui est présente.
Bonjour Marie Brémaud, Bonjour. merci d'être là, journaliste à Public Sénat pour l'éclairage du jour. Bonjour Marie, vous avez décidé dans le dernier numéro de Ma Voix compte, qui est diffusé en ce moment sur notre antenne, de vous intéresser au service public en France. Pourquoi ce choix ? Parce que l'attachement des Français à leur service public, c'est notamment ce qui est ressorti très clairement du grand débat. Du coup, eh bien, avec l'équipe de Ma Voix compte, nous avons quadrillé l'ensemble du territoire pour partir à la rencontre des usagers des services publics. Et vous vous en doutez, dans les coins les plus reculés, ce n'est pas très positif. Avec une problématique clairement qui se dégage, c'est la dématérialisation. De plus en plus de démarches s'effectuent en ligne sur Internet, ce qui simplifie la vie de certains. Ou pas. Rencontre avec Odette qui habite à Yan, un petit village en Corrèze. Alors j'ai déjà, vous avez vu, un Ordissimo, c'est déjà un ordinateur pour vieux. Mon code postal, c'est 19310. Vous voyez, c'est déjà compliqué parce que moi, je suis dans une caisse des indépendants. Ma caisse, elle est pas en Corrèze, c'est compliqué. Maintenant, les jeunes, ils sont nés avec l'ordinateur, c'est facile pour eux, mais avec des gens de mon âge, c'est difficile de s'adapter. On le voit Marie, c'est pas facile pour Odette d'effectuer toute seule toutes ces démarches en ligne. Comment fait-elle ? Eh bien, Odette, elle a la chance d'être assistée par la maison des services au public de son village à Yan, qui est gérée par la mairie. Là-bas, on l'aide dans toutes ses démarches en ce qui concerne la fiscalité, sa retraite ou les démarches concernant les remboursements pour sa santé. Un modèle qui a plutôt fait ses preuves, même si d'une maison de service public à l'autre, les prestations proposées sont très inégales. Mais le président de la République veut tout de même multiplier ces maisons qui seront rebaptisée Maison Service France. Et pour ceux qui n'ont pas à proximité de chez eux, justement, ces maisons de service au public, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Comment ça se passe ? Eh bien, il faut d'abord parcourir des kilomètres et des kilomètres pour se rendre dans les villes un peu plus importantes où il y a encore des agences et des guichets avec des gens pour les aider. Mais il y a des territoires pilotes où l'on teste d'autres choses. Depuis plus d'un an, dans l'agglomération de Cahors, on teste le car itinérant. Le principe, un car qui sillonne les villages les plus reculés, à son bord des agents polyvalents, et les usagers sont ravis, à l'image de Gérard. Le car des services publics s'installe à Tour de Fort un mercredi sur 2 et Gérard y passe quasi systématiquement. Aujourd'hui, il vient demander un coup de main pour faire sa déclaration d'impôt en ligne. Donc du coup, vous la faites sur Internet. Vous connectez comment sur Internet ? Avec Amélie ? Non. J'ai Internet, mais je ne maîtrise pas. Voilà, donc je n'ose pas le faire. Une déclaration d'impôt remplie en ligne, en temps et en heure. Et à la clé, une belle surprise pour Gérard. Donc, ils vont me restituer 602 €. Je jubile. Alors au-delà de l'anecdote, le car rend vraiment des services et a une réelle utilité à tel point que dans l'agglomération de Cahors, l'initiative va perdurer et qui sait, le car passera peut-être dans d'autres départements puisque des collectivités locales ont clairement manifesté leur intérêt. Merci beaucoup Marie. L'émission Ma Voix compte, des services toujours publics, c'est à voir sur notre antenne aujourd'hui à 18h et samedi à 19h. Merci encore Marie. Merci Marie Brémaud, journaliste à Public Sénat. On passe à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale, dans un instant. Ça va y aller, on démarre avec la une de Sud-Ouest, c'est le G7 à Biarritz qui rapporte des affaires. Du 24 au 26 août prochain, Biarritz fera la une des médias du monde entier. Elle accueillera les plus grands dirigeants de la planète dans le cadre du G7, le sommet des grandes puissances mondiales organisé et pourvoyeurs d'affaires dans les Pyrénées-Atlantiques. Ce sont notamment l'économie, les produits locaux qui seront privilégiés, mais c'est aussi un choix diversement apprécié par les habitants. Certains commerçants craignent une baisse de leur activité. La grande plage, notamment, sera interdite au public, tout comme la circulation des véhicules et des non-résidents. Voilà, la une de la Provence, c'est le cannabis, vrai débat
ou pétard mouillé pose C'est une le grand quotidien proposition régional pour le moins sud-est. disruptive. Le Conseil d'analyse économique, c'est un think tank indépendant, mais qui est placé sous l'autorité du Premier ministre, préconise dans une note de légaliser le cannabis en France. Objectif, reprendre le contrôle de ce marché, alors que la France s'apprête à lancer une expérimentation du cannabis à usage thérapeutique. Le Conseil d'analyse économique propose d'aller bien au-delà. Plusieurs députés de bords différents déposeront aujourd'hui une proposition de loi pour une légalisation contrôlée du cannabis. À la une du Maine libre, une vidéo très polémique. Il y a partout des commentaires, notamment sur toutes les radios ce matin. C'est dans une ferme sartoise, ces fameuses vaches à hublot. Ce sont des images chocs que la France découvre ce matin, des vaches à hublot, des vaches dont on perfore l'estomac pour étudier leur digestion. Ça se passe dans une ferme qui appartient au groupe privé Avril, des hublots qui ont été installés sur le flanc des vaches pour accéder à leur panse pour L214, à l'origine de la découverte de ces images. Ces recherches n'ont qu'un seul but, booster toujours plus la productivité des animaux via leur alimentation. Voilà, on termine avec les dernières nouvelles d'Alsace, un secteur à pourvoir d'urgence, les services à domicile. Et ce secteur, ce sont les services à domicile. Ils recrutent de plus en plus de monde. Exemple, en Alsace, rien que cet été, on a besoin de 350 salariés, des emplois, mais personne pour les pouvoir. Dans l'aide et les services à domicile, la pénurie d'intervenants pousse les opérateurs à mener campagne pour recruter. Le gouvernement prévoit également une simplification des démarches pour les Français qui font appel à ces services. Merci Saveria, on vous retrouve demain. Oui, très bonne journée à tous. Très bonne journée. On reste ensemble. On reste ensemble. On va regarder ce qui se passe du côté de la météo. Vous allez voir, c'est pas très brillant. Il y a beaucoup d'orages. Et puis le Zapintin de Christophe Combario, on revient sur ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. Et on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Qu'il soit utilisé à des fins thérapeutiques comme récréatives pour les consommateurs de plus de 18 ans. 70 personnalités sont signataires d'une proposition de loi. Les gens qui sont sur des pathologies lourdes, aujourd'hui, ça permettrait aussi de rendre peut-être la vie moins pénible. Ça se fait partout ailleurs. Je ne vois pas pourquoi là-dessus on ne peut pas avancer rapidement. Et au-delà de ça, il faut ouvrir le débat parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le tout répressif ne marche pas. C'est pas pour autant que c'est forcément la bonne solution que d'aller le légaliser. Moi, j'en suis pas convaincu du tout. Par contre, l'usage médical, pour moi, ça fait plus l'objet de débat. On a toutes les démonstrations scientifiques, on a toute l'expertise mondiale qui atteste de l'intérêt que ça peut représenter pour des milliers de malades. Ceux qui nous disent aujourd'hui qu'il faut légaliser le cannabis pour des raisons thérapeutiques sont les mêmes qui nous diront dans quelques mois ou dans quelques années qu'il faut légaliser de manière générale et globale le cannabis. Et c'est les mêmes qui nous diront ensuite finalement le marché français aujourd'hui est saturé de drogues plus dures, il faut les légaliser également. Et il faudra veiller à une chose, parce que dans le débat, il y a la question de la place de la puissance publique. Veiller à ce que font les lobbies, parce que je sais qu'autour de ce débat, notamment, rôdent de grands cigarettiers. Il peut y avoir des réflexions sur le sujet thérapeutique, mais ça c'est des réflexions, je vous renverrai plutôt vers ma collègue Agnès Buzyn, mais dans un cadre qui soit un cadre parfaitement défini à vocation thérapeutique. Mais l'usage du cannabis à vocation récréative ne fait pas partie aujourd'hui des projets du gouvernement. Les parlementaires de gauche et de droite organisent un meeting ce soir pour inciter les Français à signer la pétition pour obtenir un référendum d'initiative partagée. 4,7 millions de signatures sont nécessaires, mais le site internet mis en place par le ministère de l'Intérieur complique la tâche. Quand on a regardé, on a découvert le site destiné au recueil des signatures, on avait le sentiment qu'il était plutôt conçu pour le Minitel que pour le 21e siècle. Et la Startup Nation nous a, de ce point de vue-là, un peu déçus. J'entends dire privatisation d'aéroport. Non, c'est confier un aéroport qui reste public à
une société privée pour le gérer. En plus, je crois que la privatisation d'ADP, si je ne me trompe pas, était dans le programme de Fillon et d'Alain Juppé. L'État a commis une erreur en privatisant les autoroutes. Il n'a pas défendu les intérêts de la collectivité publique et donc du contribuable. Et je ne veux pas qu'il se reproduise la même chose avec la privatisation d'Aéroports de Paris. Connaissant En Marche, je pense qu'ils ont un tel cynisme qu'ils sont capables de se ressaisir de cette privatisation et de la revoter comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu 4 700 000 personnes qui se sont mobilisées pour qu'il y ait un référendum. Voilà, demain, l'invité politique, c'est Brune Poirson, la secrétaire d'État. Passez une excellente journée et on se retrouve demain. Merci de votre fidélité. Au revoir à tous.